Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La force Takuba va remplacer peu à peu l'armée française au Mali, ce qui permettra le rapatriement d'au moins 3000 soldats à partir du 1er janvier 2022. Certains analystes pensent que l'armée française ne va pas pour autant disparaître au Mali. Elle entend garder une présence, à la fois de renseignements humains, mais aussi avec des drones et des avions. Mais comment bien comprendre le fait que la France ne soit vraiment pas prête à partir du Mali? Suivons maintenant la présentation de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Alors on parle du Mali. Oui, on revient en terre de Soundiata Keita, de Kankan Moussa, de ces Malinké qui en traduction littérale là-bas, ce sont des gens qui portent chance. On va dire que la chance n'a pas forcément été de leur côté, depuis le temps, avec l'histoire, depuis qu'ils ont croisé la route de la France. Barkhane, l'opération militaire qui consacre la participation de la France à ce qu'elle appelle la défense du Mali et par ricochet du Sahel contre les attaques islamistes et terroristes, Barkhane, disais-je donc, est parti pour rester. Partons, ne partons pas, revenons, ne revenons plus. Le pari tergiverse quant à sa véritable position et aujourd'hui, on vous explique pourquoi est-ce que la France ne peut pas partir du Mali, du moins pas de son plein gré. C'est une rubrique qui a été ajoutée justement à cette matinale pour expliquer les contours de ces enjeux qu'on se contente souvent de discuter, mais qui sont un peu plus profonds qu'on ne le croit. Et justement pour en parler ce matin, Monsieur Abdul Kadir Hangoura, vous nous parlez d'une occupation depuis de 12 ans déjà de la force Barkhane, mais surtout du jeu trouble de cette opération militaire française au Mali. Effectivement, Eldigrem, vous faites bien de le relever, puisque autant ce pays, le Mali, est présenté aujourd'hui comme du roc bâti sur du sable, autant ce pays, qui est l'un des plus grands pays en termes de superficie en Afrique, sombre depuis peu de temps dans une crise à n'en plus finir. On a d'abord vu les différentes opérations qui ont changé de nom, mais depuis 2014, c'est la présence de l'opération Barkhane qui est sur la table. Une opération qui succède à ce que vous avez mentionné, Serval, ou encore à l'opération Épervier, justement, avec plus de 5100 hommes aujourd'hui qui se présentent du côté du Mali avec pour mission lutter contre le terrorisme. Mais jusque-là, après pratiquement, disons, 15 ans, ça n'a rien changé. Les terroristes continuent à écrire l'histoire du côté du Mali de la plus belle de manière également. La situation s'enlise davantage dans le nord du pays, alors que l'opération Barkhane dispose des moyens tout aussi importants. Des moyens qui vont au-delà de ce que le commun du mortel peut imaginer. Entendez, tenez par exemple en 2013 avec l'opération Serval qui entrait donc dans le jeu, c'est au moins 3000 hommes qui ont été mobilisés pour aller en guerre contre le terrorisme du côté du Mali. 200 véhicules logistiques avec autant de blindés pour lutter contre le terrorisme et 4 drones, pas n'importe lesquels, des drones, comment je peux appeler ça, à la pointe de la technologie. Oui, à la pointe des drones satellitaires, voilà, c'est le mot juste. Des drones satellitaires qui ont été également mis en contribution, juste pour combattre le terrorisme de ce côté-là. Mais chaque année, des nouveaux généraux se succèdent à la tête, disons, de l'opération Barkhane aujourd'hui. On a vu tout récemment le départ depuis le départ de Jean-Pierre Palacette en 2013. C'est au moins 8 généraux qui arrivent à la tête de l'opération Barkhane avec Laurent Michon qui est annoncé le 28 juillet prochain. Donc, 8 généraux qui se succèdent chaque année en 8 ans. Il y a lieu de s'interroger ici sur la stratégie. Si c'est réellement la bonne volonté pour combattre le terrorisme qui maintient ces hommes du côté du Mali. 600 millions de francs CFA chaque année, on apprend, qui est mobilisé non seulement par la France, mais également les autres partenaires. On se demande aujourd'hui d'où viennent ces fonds.
ne sont-ils pas des fonds puisés dans les sous-sols maliens, burkinabés, nigériens, qui sont peut-être en retour restitués dans ces opérations-là? Puisque si on fait un calcul sur ces chiffres-là, ça donne au moins 390 millions de francs CFA dépensés chaque année dans le cadre de l'opération Barkhane. L'estimation du nombre de djihadistes, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Bien sûr. Et on nous parle. L'AFP, ce n'est pas une organisation venue d'ailleurs qui nous donne les chiffres. C'est l'AFP qui publie tout récemment que les terroristes djihadistes au Mali sont estimés à environ 2000 hommes. 2000 hommes. Oui. Les 2000 hommes sont repartis de la manière suivante, entre 100 et 110 000, disons 1000 et 1100 du côté du Mali, et le reste reparti dans les autres pays comme le Burkina Faso, le Bénin ou encore le Niger. Mais avec autant de moyens pour combattre 2000 hommes, ça fait déjà 8 ans que l'opération Barkhane traîne dans ce pays-là. Et les bases militaires sont représentées dans pratiquement tous ces pays. Que vous alliez, disons, au Burkina Faso, que vous restez à Gao dans le nord Mali, que vous partez à Niamey ou encore du côté de la Mauritanie. Dans tous ces pays, on a réussi aujourd'hui à installer des bases militaires pour lutter contre ce terrorisme-là qui est dur encore. La France ne dispose-t-elle pas aujourd'hui des techniques à la pointe, comme vous avez mentionné, capables d'anéantir en une seule minute, disons, tous ces hommes qui combattent, disons, avec des moyens aussi légers? On a vu des djihadistes tout récemment qu'on nous a présentés à la face du monde, combattant avec des djellabis, ce sont des uniformes, disons, qu'on retrouve du côté du Mali, avec des sandales aux pieds, et qui réussissent quand même à prendre des otages ça et là. Il y a mettre à mal une telle puissance. Et il faut préciser à votre suite justement qu'en dehors de la force tactique et de tous les moyens militaires mis en jeu, la France dispose quand même d'alliés sûrs qui l'aident dans les renseignements précieux. Les États-Unis, par exemple, avec leurs drones dont vous parliez, sont un précieux secours pour la France dans cette mission qu'elle s'est imposée, une mission qu'elle met sous le sang coup salutaire de la protection des Maliens et du Sahel contre les attaques djihadistes, mais au final, on voit bien que les résultats ne suivent pas. Justement, et à côté des hommes que vous avez mentionnés, à côté des États-Unis et de la France, et tout le matériel, disons, qu'on connaisse, disons, à ces pays-là, il y a également la Grande-Bretagne et quelques forces qui accompagnent l'Union européenne qui se retrouvent dans le jeu aujourd'hui, mais la crise continue à écrire son histoire avec du sang sur le sol malien. Et ils réussissent même dans un pays avec autant d'hommes. Ils réussissent même à opérer ça et là. On a l'impression aujourd'hui que la junte, dirigée par Assimi Goïta, qu'on présente aujourd'hui comme une junte, avait raison malgré le nombre important des hommes qu'on a dans ce pays-là, d'opérer ce coup de force-là et récupérer le pouvoir. Parce que ça témoigne déjà, s'il en était besoin, de montrer que les forces françaises qui sont sur le sol malien ne font pas réellement le boulot. Comment comprendre aujourd'hui, dans une région où la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, avec tous ces alliés-là, qui constituent aujourd'hui une force d'occupation dans cet espace, que ce soit au Niger, que ce soit du côté du Mali, que ce soit encore au Burkina Faso, ils réussissent aujourd'hui à tirer l'épingle du jeu. Il y a lieu de nous prouver ici que l'explication réelle de la présence française sur le sol malien ne nous est pas réellement donnée aujourd'hui. Voilà. Si ce n'est qu'on n'a plus besoin d'aller lire dans les calebasses pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est réellement là. Voilà présentée de façon générale Barkhane au Mali depuis 2012. Les résultats d'arriver. Les moyens ont pourtant été déployés, des moyens grandeur nature, en parlant de coopération militaire, assistance à cette zone stratégiquement, géopolitiquement stratégique.
pleine de ressources aussi, vous l'avez mentionné, on se pose encore la question si besoin en était, est-ce vraiment pour des causes humanitaires et nobles que la France est au Mali? La réponse, vous l'allez peut-être nous la donner dans la deuxième partie de cet entretien, les enjeux de la présence française, une présence qui s'incruste, même si elle exaspère considérablement les Maliens eux-mêmes. On est parti pour une autre révolution la semaine dernière, justement, des membres de la société civile se sont levés en masse pour réclamer le départ définitif et total de la France. On se rappelle qu'à la fin du G5 Sahel, le président Macron parlait plutôt d'une restructuration, d'un redéploiement. Certaines bases militaires françaises ont été fermées au sud du pays, mais ont été déportées au nord. La force Barkhane elle-même a déplacé son QG de Bamako pour Niamey au Niger, mais aussi le contingent qui était fort de 5100 hommes jusqu'ici va se délaisser de quelques hommes. On a parlé d'environ 2000 qui partiront, mais qui pour l'heure sont encore là. On se rappelle également du du communiqué de la ministre des Armées françaises qui annonçait le 4 juin dernier que Barkhane, c'était fini. Volte-face le 4 juin, près d'un mois seulement, ils n'ont pas pu, ce divorce n'a pas pu être consommé. Seulement un mois plus tard, il annonçait en grande pompe que la France reviendrait, la France ne quitterait pas le Mali de ce pas. Alors, on veut savoir avec vous quels sont les enjeux de cette France dont on ne veut plus, mais qui continue quand même à rester. Oui, en lieu et place d'une opération Barkhane qui avait fait ses bagages pour nous annoncer à grande pompe qu'elle partait par la porte, c'est plutôt le retour de l'ingérence française, peut-être mieux outillée qu'hier, qui revient par la fenêtre du côté du Mali. On a vu l'opération Barkhane qui, lors de l'annonce même du départ de cette opération-là, ils ont plié bagages. Ils ont embarqué aussi l'opération Takuba qui assistait l'armée malienne dans la formation et l'aguerrissement des hommes de ce côté-là. Les enjeux, vous faites bien de le mentionner, les enjeux, il y en a tellement. Non seulement le Sahel aujourd'hui, c'est une zone stratégiquement importante, que ce soit au niveau de ses ressources minières, que ce soit au niveau de la géostratégie pour contrôler carrément tout le continent. Le Sahel constitue un territoire très important. Vous regardez aujourd'hui, même si les Français nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas réellement d'intérêt au Mali, il y a l'uranium stratégique du Niger qui est exploité aujourd'hui par bon nombre de firmes françaises. On a parlé d'un contrat qui lie la France avec le Niger, qui est compté parmi les premiers pays producteurs de l'uranium dans le monde, mais qui malheureusement, les enfants de ce pays-là ne profitent pas de cet or-là, puisqu'il y a un contrat qui lie le Niger et la France, un contrat de 40 ans pour l'exploitation de ces ressources minières-là. En 40 ans, même si, disons, d'ici 2042, la France part du Niger. C'est d'aventurer ce réseau à partir. Oui, difficile aujourd'hui de rester quand même avec cet uranium-là qui, non seulement est présent dans un pays comme le Niger, mais qui véritablement n'appartient pas au Niger. Restons au Mali. Le Mali aujourd'hui est présenté comme le 3e pays producteur de pierres jaunes précieuses en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Et bizarrement, l'or malien se trouve beaucoup plus dans le nord du pays. Le nord du pays qui est en crise. Sacrée coïncidence. Quelle coïncidence. Si on peut parler de coïncidence. Si vraiment, elle est là, une coïncidence. Au-delà de ça, il y a également le Burkina Faso. Et à côté, le Mali constitue aussi le point central aujourd'hui pour maîtriser le mouvement ou bien les mouvements des déplacements des troupes françaises dans tout le Sahel. Souvenez-vous l'affaire Areva, une firme française
représenté du côté du Mali, qui avait fait les choux gras de la presse en 2009, avec le géant nucléaire, avec l'histoire qui nous est sortie là, avec le soutien de la présence des hommes qu'on va appeler ici des services secrets maliens qui se retrouvent de ce côté-là. Donc le terrain favorise du côté du Mali, en dehors de tous ces éléments qu'on vient de mentionner, le Sahel constitue aussi un terrain important pour l'aguerrissement aujourd'hui des hommes français. On renforce la capacité de l'armée de ce côté-là. Le Sahel constitue également un terrain de rodage pour le matériel français, puisque quand vous voyez les avions militaires qui se déplacent de ce côté, les drones, tout l'arsenal militaire déplacé dans ce pays pour combattre uniquement le terrorisme qui ne fait que perdurer dans ce pays, on a lieu de se demander aujourd'hui, il y a lieu de se demander si véritablement c'est pas un terrain pour rôder le matériel militaire, tester, disons, la performance de l'armée française ou encore renforcer la capacité de ces hommes-là de ce côté. Il y aura également plein d'autres éléments à titre indicatif. En 2018, le ministre d'État en charge de la défense du côté de la France avait fait une sortie pour annoncer que en 2018, il y a eu environ 9,1 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de la France juste dans la vente des armes. Et la véritable destination de ces armes-là, c'est beaucoup plus le Sahel. Il y a lieu de dire aujourd'hui qu'il y a des enjeux énormes du côté du Mali qu'on ne nous montre pas. Et pourtant qui apparaissent avec une évidence irréfragable. Il faut préciser justement que ce qui constitue le territoire du Mali aujourd'hui a été morcelé. Parce qu'à l'époque, le Mali, c'était le Haut-Sénégal-Niger qui plus tard, avec la colonisation française, deviendra le Soudan français. Et ce territoire s'étendait non seulement au Mali, mais touchait toute la zone sahélienne aujourd'hui, avec le Niger, le Burkina Faso et un peu plus du côté le Bénin, l'ancien Dahomey. Bien sûr. Donc, les positions stratégiques, la position stratégique du Mali qui à l'époque déjà servait de carrefour important pour le commerce, les échanges, mais aussi carrefour stratégique militaire n'a pas beaucoup changé. Et il faut préciser justement que de toute l'histoire, depuis la genèse de l'histoire du Mali, après les grands empires, la période à partir de 1800, la France a toujours été imbriquée dans le Mali à cause de tout ce que vous avez cité en termes de richesse. Tenez par exemple que lorsque nous sommes en 1890-1610, c'est le grand développement de l'agriculture et toutes les cultures justement sont emportées du côté de l'Hexagone. Pour une preuve, c'est environ 4 milliards de francs CFA qui ont été pris en termes de culture du Mali pour Paris entre 1928 et 1939, c'est-à-dire que depuis Fort Belle-Lurette, la France n'a jamais cessé de téter le lait de cet hippopotame. C'est ainsi que les Malinqués traduisent le Mali. En fait, donc, oui. Difficile d'arrêter aujourd'hui la coopération ou de mettre définitivement terme à toutes ces choses-là, puisque la France qui constate aujourd'hui qu'elle est en ballottage défavorable dans les pays africains avec la concurrence qui vient beaucoup plus de la Russie, beaucoup plus de la Chine, il y a lieu de réaffirmer sa position géostratégique sur le continent africain. On les a vus tout récemment du côté de la Libye, qui était considérée comme l'une des portes de l'Afrique pour l'Europe. Oui, ça dépend de la position, que ce soit du côté de l'Europe ou de l'Afrique. La Libye, c'était une position stratégique. Et le bombardement de la Libye avait donc ouvert carrément la voie pour la pénétration au sein du continent africain. Aujourd'hui, c'est ce que refuse le président, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui refuse toute ingérence dans son pays et qui préconise la gestion ou bien l'arbitrage extérieur venant de la construction du grand barrage du côté de l'Éthiopie. Donc on doit comprendre que laisser libre cours aux autres concurrents, c'est impossible pour ce grand pays qui à un moment donné avait exploité l'Afrique, comme vous avez dit, c'était considéré carrément comme une vache à lait, que ce soit de Gaulle jusqu'à
François Hollande qu'on a aujourd'hui, plutôt Macron. Oui, Macron, voilà. On a le souvenir aucun de ces présidents n'a laissé l'Afrique tranquille. À chaque fois qu'un président arrive à la tête de la France, la première des choses, c'était de vouloir nous dire qu'il y a une volonté de changer la politique africaine entre l'Afrique et la France. Chose que nous refusons aujourd'hui, cette histoire de France-Afrique qui est une sorte de tutelle pour piller l'Afrique, pour piller ses ressources, pour ouvrir le terrain aux multinationales françaises. Donc, vous voyez, de Gaulle, après Mitterrand, ou encore Chirac, sans compter Sarkozy ou François Hollande, aucun de ces présidents n'a voulu laisser cette Afrique-là tranquille. Et tenez, si c'est la citation de Gaulle même, à la veille de l'indépendance africaine, nous avait dit que la France n'a point d'amis, elle n'a que d'intérêt. C'est tout à fait logique. Ça résume assez bien cette présence au Mali. Et cette symbiose-là entre l'Afrique et la France. Alors, je ne pense pas qu'on devrait parler de symbiose parce que la symbiose, c'est deux parties consentantes. Là, je pense que l'Afrique n'est plus du tout d'accord. L'a-t-elle seulement été... C'est ce qu'on nous présente. L'a-t-elle seulement été un jour? Je pense que la question reste posée. C'est avant-propos. Le titre de cette rubrique, justement, c'était au vu d'éclairer vos lanternes sur des questions épineuses, des thématiques qui nous concernent, qui vous concernent, chers Africains. Aujourd'hui, justement, on parle de la présence française au Mali. Hier, ou plutôt aujourd'hui, nous sommes le 14 juin. Le 14 juillet. Et en France, justement, c'est un jour important. Tenez-vous tranquille, la force Takuba, qui est censée remplacer la force Barkhane, va défiler au champ, devant les Champs-Élysées. C'est tout dire de cette présence française qui commence à horripiler les Africains. Et au même moment, Salif Keïta aussi fait une sortie pour dénoncer cette relation-là. Et c'est la deuxième sortie de l'homme qui, jadis, était considéré comme l'un des amis de la France, mais qui, depuis la situation qu'on vit aujourd'hui du côté du Mali, continue à multiplier des sorties pour dénoncer cette relation-là, France-Afrique, qui tend à piller le continent. Alors, nous avons parlé des enjeux qui maintiennent la France, des enjeux apparents, mais aussi sous-jacents qui maintiennent la France au Mali en particulier, mais au Sahel dans sa grande généralité. Mais si on doit s'attarder sur la situation du Mali, la raison donnée par la France, c'est qu'elle lutte contre le terrorisme. Parlez-nous de la crise malienne. Quelles sont les causes, peut-être proches, mais aussi lointaines, de cette crise malienne? La crise qui se vit au Mali aujourd'hui est une continuité de la relation. Je ne voudrais pas évoquer là la période, disons, précoloniale, où on a vu les Touaregs qui étaient véritablement sur le terrain, ont réussi à se, disons, déplacer dans toute la partie sahélo-sahélienne, puisque les Touaregs sont présents dans presque toutes ces parties-là. Et la période précoloniale, c'est ces Touaregs-là qui étaient beaucoup plus sous l'effet de projecteurs. Post-colonial, oui, on est en 1962, entre 1962 et 1964, avec la révolution Touareg. Bien avant, dans les années 1800. Juste avant, oui, dans les années 1800, les Touaregs ont fait parler d'eux, non seulement dans le Soudan français qui était considéré comme le précaré français, de l'Afrique occidentale française. Effectivement. Et juste après, là où l'histoire devient beaucoup plus intéressante, c'est avec la prise du pouvoir du président Modibo Keïta. Modibo Keïta qui vient au Mali avec l'esprit de fédérer, de créer un État fédéral. Non seulement le Sénégal dedans, le Mali, la Haute-Volta, l'actuel Burkina, ou encore le Dahomey qui est l'actuel Bénin. Donc Modibo Keïta arrive avec cette volonté de fédérer toute cette grande partie où le Sénégal devait donner une ouverture à la mer pour tout le grand pays. Mais avec juste au lendemain de l'indépendance, puisque le 22 septembre,
il aura fallu se départir de ces autres territoires. Et le Mali prend véritablement son indépendance. Mais depuis ce temps, la France n'a pas laissé tranquille ce pays-là. On a donc multiplié, disons, les relations en France-Afrique qui est une sorte de prise à la tenaille de ces pays africains-là. Et juste après la chute de Modibo Keïta, on a vu la multiplication des coups d'État après coups d'État, conflit après conflit. Tenez, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, le Mali a réussi à faire parler de lui beaucoup plus comme un État instable qu'un pays démocratiquement mis sur le chemin pour l'émergence, disons, de toute la sous-région. Un pays où les révolutions de palais se font à coups de canon. Effectivement. Et on a l'impression que la population aujourd'hui n'a plus son mot à dire. On a l'impression que les tenants du pouvoir sont ailleurs et non dans ce pays-là. Quand Ibrahim Boubacar Keïta fait son déplacement en 2017, IBK se retrouve du côté du Mali en 2017, devant Macron. Ibrahim Boubacar Keïta, un homme de 72 ans, avait été convoqué donc par Macron, le jeune d'une trentaine d'années, au Mali pour lui donner des consignes à respecter avant les élections qui ont eu lieu en 2018 du côté du Mali. On comprend ici que le pouvoir ne revient pas véritablement à la population. Et dans ce jeu-là, il y a des comptes à rendre ailleurs. Je pense aujourd'hui, c'est à juste titre que Assimi Goïta et toute sa bande décident de se réapproprier de la chose afin de mettre le Mali sur la bonne direction. Et de plus en plus, on constate aussi du côté de la population malienne des sorties qui se multiplient pour appeler au départ de Barkhane, que vous avez bien fait de relever ici, parti pour rester. Voilà, c'est ainsi justement qu'on fera dans cette émission revisitée de la matinale. Riposte vous apportera chaque matin des éclairages sur une thématique bien précise. Oui, on étudiera les contours scientifiques des situations qui minent notre continent aujourd'hui avant de laisser la place à ce qui va suivre justement. Merci en tout cas, M. Abdul-Kadi Ngoura. Votre rubrique, c'est avant-propos. Je pense que vous avez de fort belle manière dressé le tableau, l'introduction, le prologue, je dirais même, avant ce qui va suivre. Merci. Je vous en prie, on va donc laisser place, on va donc laisser libre cours à ceux qui vont nous apporter beaucoup plus de précisions dans ces éléments-là qu'on vient de mentionner. Voilà, des précisions peut-être pas, mais en tout cas, vous avez regardé avec beaucoup d'attention ce débat. C'était celui du 7 juillet dernier. On parlait justement des FAMA, des forces armées maliennes, mais aussi de l'opération Barkhane qui s'incruste encore et encore, tel un chien dent. Vous savez certainement ce que c'est, une mauvaise herbe, dans le sol malien, mais aussi dans le Sahel. Que cherche-t-il? On vous propose, bon pour la mémoire et bon pour le combat, de revoir ce qui s'était dit sur ce plateau-là. Retour en arrière, le 7 juillet dernier. Sahel, reprise des opérations conjointes FAMA-Barkhane, que cachent les contradictions de Paris? C'est notre grande interrogation de ce mercredi 7 juillet de l'an de grâce 2021. Le ministère des Armées du côté de la France a annoncé donc vendredi dernier que les forces militaires françaises, ont repris les opérations conjointes avec les troupes maliennes. Pourtant, le président Emmanuel Macron avait suspendu les opérations au Mali depuis le 3 juin dernier. Cela fait donc un mois jour pour jour que cette promesse avait été tenue. Malheureusement, comme à l'habitude de la France, aucune promesse n'est tenue. La France a donc fait marche arrière au Mali. Les militaires français vont reprendre leurs opérations conjointes avec les forces armées maliennes après avoir suspendu leur coopération bilatérale à la suite du limogeage de leur sous-préfet, donc a annoncé vendredi 2 juillet au soir le ministère des Armées. Voilà donc l'exemple d'un pays qui n'a jamais su tenir sa parole. Le seul pays au monde qui dit une chose et son contraire. Les Africains se demandaient bien si la France pouvait quitter le Mali. Elle ne peut pas
et elle ne pourra jamais tant que l'or du Mali fait briller ses yeux. La raison évoquée, nous dit-on, vient à l'issue des consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région. La France a pris acte, selon justement les indiscrétions, des engagements des autorités maliennes de transition endossés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et a décidé, c'est ce qu'on nous fait savoir, la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier, annonce d'ailleurs Paris dans un communiqué. La France reste pleinement engagée avec ses alliés européens et américains aux côtés des pays sahéliens et des missions internationales pour combattre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel, a conclu le ministère des Armées. Quels sont ces terroristes qu'on n'arrive pas à tuer depuis des années? Quels sont ces terroristes qui dérangent tellement la France que la France ne veut pas quitter le Mali? Quels sont ces terroristes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont mis à mal les armées françaises quand on sait pertinemment que sur le sol malien, eh bien, mesdames, messieurs, il y a plus de 30 000 soldats étrangers, plus de 5 100 soldats français, et ça depuis 2011. Depuis 2011, donc, ils n'ont pas pu tuer un seul djihadiste. Ils n'ont pas pu tuer un seul terroriste. Pourtant, depuis qu'ils sont là, mesdames, messieurs, le terrorisme, le djihadisme, nous dit-on, a grandi, a pris d'ailleurs tout le pays, on parle bien sûr du Mali. Et aujourd'hui, le pays est gangréné par des attaques à répétition. Que cache donc finalement cette décision de la France de rester et de demeurer au Mali, alors que les jeunes Maliens, depuis des semaines aujourd'hui, sont dans les rues pour demander le départ de cette force Barkhane? Pourquoi la France persiste, insiste? Et s'il y avait la dernière énergie, nous nous interrogeons ce matin. Que fait encore la France du côté du Mali, alors que, il faut le dire, les populations, nous dit-on, qui ont le droit, surtout, lui ont demandé de partir. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gauss. Bonjour à toute la communauté qui est attachée à notre débat matinal. Bonjour à mon copanéliste de bonheur. Comment tu vas? Ça va, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ben, malgré la suspension? Oui, tout va pour le mieux. J'ai appris que vous avez été suspendu. Oui. Pour un mois? Pour un mois. Et on vous accuse de faire quoi? D'avoir relayé des informations, alors relayé. Non, il est accusé, je reprends les termes utilisés par le communiqué lu à la radio nationale pour diffusion des propos offensant pouvant nuire, n'est-ce pas, à l'honorabilité, pouvant porter atteinte à l'honorabilité du chef d'État français et de la France. Alors, ça recommence. Oui. Alors, nous avons eu à affronter ça avec un média de la place, qui a pignon. C'était les mêmes arguments. C'est-à-dire que chaque fois, on est quand même surpris de constater que ce sont des institutions camerounaises qui défendent la France. Et avec des arguments d'une légèreté à faire pleurer. D'une légèreté à faire pleurer, d'une inconsistance à faire pleurer. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Vous faites bien de continuer votre travail comme s'il n'y avait rien. C'est non-événement. Je n'ai pas encore été notifié, je vous rappelle d'ailleurs. On attend. Souvent, ils font comme ça, ils ne notifient même pas. Et ils considèrent que le fait qu'ils aient rendu public signifie notification. Tout à fait. Ils font ça. Hein. C'est comme ça qu'ils pensent comme ça. Donc, c'est un non-événement. Et ça traduit deux ou trois choses sur lesquelles je vais insister. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous touchons où ça fait mal. C'est une très bonne chose. Lorsque les supplétifs, c'est ce qu'on appelle un supplétif. Oui. Voilà. Les supplétifs de bas niveau sont obligés de sortir du maquis pour défendre leur patron. Ça veut dire qu'on fait du bon travail. Du très bon travail. Et s'ils pensent que ça va
plus imposé, ça fait rire. Alors, on a dit pour propos offensants. Propos offensants. Oui. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Pouvant porter atteinte à l'honorabilité oui. Propos offensants du chef d'État français, de l'État français et de la France. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. Donc, ils disent propos offensants pouvant. Oui. C'est ça, non? Porter atteinte. On parle français. On parle français. Bon, à partir de maintenant, alors, nous, on sera plus offensants. Allez, nous, on sera maintenant... Moi, je serai plus offensant. Je serai plus offensant, parce qu'apparemment, ils ne sont pas sûrs. Ils disent que pouvant. Bon, maintenant, on va être plus offensant pour porter atteinte à l'honorabilité du président français et de la France. Oui. Mais voilà le niveau des institutions camerounaises. Le CNC. Voilà. Un truc comme ça. Voilà le niveau des institutions camerounaises. Quand on écoute ça à l'étranger, mais quand on écoute... Mais ça fait pleurer, mon cher gosse. Ça fait pleurer. Alors, il faut que... Monsieur Macron, moi, je me réserve, moi, Bandakani, nous réservons le droit de poursuivre M. Macron en justice car il se serait d'être président de la République française. Monsieur Ngos, M. Macron n'a-t-il pas dit officiellement dans un journal de la place qui a pignon sur rue, un journal panafricain pour ne pas citer, M. Macron a dit que nous sommes stipendiés par la Russie. Vous vous souvenez? Que nous sommes stipendiés par la Russie pour développer, nourrir un sentiment anti-français. Bon, c'est ce que ça veut dire, stipendié, non? Oui. Alors, est-ce que ce M. Macron a les preuves de ce qu'il a dit? Ça, c'est quoi? Mais là, ce n'est pas pouvant porter atteinte à notre honneur. Mais il a porté atteinte, puisqu'il a préféré des mensonges grossiers. Vous comprenez? Alors, ce que nous on dit ici est certainement plus grave que le fait d'assassiner les présidents africains. C'est-à-dire, la France et les présidents français assassinent les présidents africains. Le dernier en date, c'est le président Déby. Alors, moi, je le dis depuis, j'attends qu'on me démentir. Je le dis depuis, j'attends qu'on me démentir. Combien de présidents africains ont été assassinés? Combien de rébellions la France a-t-elle organisées en Afrique et qui ont conduit à des millions de morts? Combien de pays la France a-t-elle détruite, mon cher gosse? Il faut citer ça. Mais ça, c'est quoi? Quand la France fait ça, ça ne porte pas atteinte à l'honorabilité de ces États-là. C'est plus à dire que c'est moi, à dire entre porter atteinte à l'honorabilité de la France, pour tout bien faire offense à M. Macron et au président français, si c'est d'ailleurs le cas. Et maintenant, les crimes établis dont la France est coupable sur le continent africain. Il y a match. Il y a match. Donc, vous comprenez une fois de plus qu'on est là, c'est une réaction d'endocolon. C'est une institution endocoloniale qui se sent obligée de voler au secours de leur maître, n'est-ce pas, pour certainement des billets de banque. Parce que ça fonctionne. Des billets de banque. C'est celui qui est parti, c'était son travail. L'autre est venu, un journaliste, nous on croyait qu'il avait tiré les leçons. Il nous déclare la guerre. Eh bien, on va se faire la guerre. Je dois être clair. On va se faire la guerre. Si le CNC nous déclare la guerre, nous on va le faire la guerre. Il n'est pas question, un seul temps, M. Ngos, que nous négocions notre ligne éditoriale et son contenu parce que des supplétifs de bas niveau s'agitent, veulent plaire à leur maître. Alors qu'un continent est menacé, le sort d'un continent est en train de se jouer. Moi, je n'ai pas revenir sur ce que France 24 fait, RFI, à longueur de journée concernant les présidents africains. Il paraît que ça plaît aux présidents africains. Il paraît que ça leur plaît. Il paraît que ça plaît aux institutions africaines. Le traitement qu'on les inflige là-bas. Vous comprenez? Il paraît que ça leur plaît. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, cette entrée en scène. Comme par hasard, elle entre en scène, ce conseil, il entre en scène en nous attaquant. C'est symbolique. C'est de l'indignation sélective. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, il entre en scène en nous attaquant pour donner des gages, mon cher gosse. Donc, à tout point de vue, le CNC n'est pas dans son rôle sur ce cas précis. Il ne s'agit pas de déontologie. Il ne s'agit pas de régulation. Il ne s'agit non plus de consultation. C'est-à-dire de toutes les attributions, n'est-ce pas, du CNC, aucun n'est en jeu là. Aucun n'est en jeu. On est simplement dans une démarche qu'on connaît du CNC, une démarche de supplétif. Quand ils ne sont pas corrompus, ils se sentent obligés de faire plaisir à leur maître. Alors, les choses doivent être claires, mon cher gosse. Nous ne céderons même pas un pouce. Moi, je serai encore maintenant plus offensant. Parce qu'on n'a jamais été offensant envers un président français.
Alors, pouvant, mais qu'on le dise en quoi on a été offensant? En quoi? Et en disant que M. Macron est voyou. C'est ça être offensant? Et criminel. Il est question. Nous avons pris les éléments de langage des gilets jaunes. Hein. Non, vous parlez de quoi? On dit qu'il est voyou et criminel. J'ai dit, s'il n'y a pas de gilets jaunes. Lorsqu'on dit qu'il est malade mental, on reprend les éléments de langage du président turc. Mais quand un président... Lorsqu'on dit qu'il est président jupitérien, on reprend ses propres éléments de langage. Mais en plus. Mais, il paraît que quand c'est Erdogan qui le dit, ce n'est pas une offense. Mais il paraît que quand nous on reprend Erdogan, ça devient une offense. Mais en quoi c'est une offense? Quand quelqu'un vous dit lui-même qu'il est jupitérien, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit qu'il est jupitérien, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, le CNC peut expliquer ça? Ce que ça veut dire? Maintenant, il y a plus grave. Quand quelqu'un lui-même vient ici dans le continent africain et dit que le problème de l'Afrique, c'est que les femmes accouchent énormément, elles font 8 enfants. Hein? Elles font 8 enfants. Et quand tu vas dans d'autres pays où il y a la même situation, en Inde et partout, ils disent qu'ils changent de langage. Ça veut dire quoi? Quand un président s'élève, fait des plans pour assassiner le président africain, ouvertement, il y a un document diplomatique qui a circulé au début du Covid-19, où les projets de la diplomatie de la France étaient clairs. C'était clair. Renverser les régimes, n'est-ce pas? Et les remplacer par des nouvelles figures politiques, social et économique, c'est écrit noir sur blanc. Alors, il se peut que ça ne dérange pas les présidents. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Alors, toutes les actions que la France pose dans l'Afrique, ça veut dire quoi? On va nous demander, nous, de célébrer notre bourreau? On va nous demander de lécher les pieds de notre bourreau, de cirer ses bottes? Alors, le petit journaleux qui est au CNC, qui se le tient pour dire? Je dis, petit journaleux là, qui se le tient pour dire? Il n'est pas né. Il n'est pas né, il n'est pas encore né. Qui l'a été renseigné? Il n'est pas né. Et comme il déclare la guerre, on lui fera la guerre. Ça doit être clair. Ce petit journaliste-là, qui a la faveur d'un décret, se croit autorisé à juger un combat multimillénaire. Il n'était même pas encore né. Il ne savait même pas un jour s'il va naître. Les Africains se battent depuis des millénaires. Ça s'appelle panafricanisme. Il ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas à son niveau. Et comme il a osé attaquer le panafricanisme, il aura la riposte du panafricanisme. Je dis, ce petit journaleux, je ne peux pas l'appeler président du CNC. Il n'est pas digne de ce nom-là. Il aura cette riposte. Je le dis en Mondovision. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors on nous demande, nous, de laisser qu'un continent, notre continent soit écrasé, soit détruit. Parce qu'il y a des voyous qui passent leur temps à prendre de l'argent, à se compromettre. Parce qu'ils cherchent les visas en France. Vous faites plaisir à la France. Mais c'est n'importe quoi. Donc, nous, c'est un non-événement. Moi, Balakani, je deviendrai plus offensant, plus grossier envers M. Macron, plus grossier envers M. Macron, n'est-ce pas? Je serai plus virulent, n'est-ce pas, envers ce président, parce que c'est de lui qu'il s'agit, et tous ces présidents qui vont aller voir le CNC par derrière, pour les soudoyer, je pense à la mort en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour les soudoyer, pour qu'ils viennent nous intimider, je serai encore plus violent, sauf si vous décidez, ici à DBS, de ne plus m'inviter. Alors ça, c'est votre responsabilité. Donc, c'est un non-événement, M. Gauss. Pour nous, ça ne signifie rien du tout. Et on continue notre travail. Merci, messieurs, pour ce coup de gueule ce matin. Président Balakani, bienvenue à vous. André Kistel Fanga, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour, Jocelyn Gauss. Bonjour, Albert Anatole ici. Bonjour au président Balakani. Je suis arrivé un peu en retard à cause de la pluie. C'est pas grave. Je suis arrivé aussi, j'ai trouvé un coup de gueule assez important. Moi, je vais embrayer sur un autre chemin. Monsieur Ngale Bibé nous a mis en marche le train de la mort. Je dis bien, Monsieur Ngale Bibé nous a mis en marche le train de la mort. Suivez mon regard. Avec son complice Vincent Bolloré. Et vous voyez que la France est encore au cœur de ce complot contre les Camerounais. Parce que si vous n'avez pas fini d'indemniser les populations, la stèle même commémorative qui devait servir pour que les gens puissent aller se recueillir n'est pas terminée. On allait prendre, en fait, c'est les vieux voitures, les vieilles voitures de train. Ouais. On a remis la peinture. On a remis un peu de peinture et on a remis en route, on a dit qu'on est dans la modernité maintenant. Voilà ce qu'on peut nous servir, Vincent Bolloré et ses amis, ses complices endocolons que nous avons dans notre pays. Parce que
en plus de ça, ils ont remonté le prix. Donc ce n'est plus le même prix il y a de cela quelques années. Quelques années, oui. Maintenant, le prix a une autre dimension pour dire que voilà quelqu'un, quand nous allons dire que M. Bolloré est un voleur voyou et tout le reste, le CNC va se lever pour dire des choses. Mais écoutez, même la France elle-même a dit que M. Vincent Bolloré est un voleur, un esclavagiste. On peut le qualifier de tous les noms chez eux en France. La justice française. Mais quand on le dit au Cameroun, ça devient un problème parce qu'il va payer quelques billets. Il va donner un peu de sous à quelques beignets, hein, à quelques responsables là. Et on va s'acharner sur vous. Non, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Ce matin, il faut qu'on remette les gens à leur place. Nous n'avons plus besoin de ces voyous. Nous n'avons plus besoin de ces gens. Quelqu'un qui n'a même jamais gagné un contrat de concession. Parce que la vérité, c'est que même la concession de Camara et M. Vincent Bolloré n'était pas le gagnant de cette concession. M. Vincent Bolloré n'était pas gagnant de la concession du port de DIT. En fait, il n'a jamais rien gagné de sa vie. Tout ce qu'il a obtenu, c'est par vol, braquage, par tous les moyens possibles avec la diplomatie française. La preuve en est, même au port de Kribi, il n'avait jamais gagné le port de Kribi. Il a fallu que Hollande descende au Cameroun pour venir négocier ce port de Kribi-là, où on l'a associé quand même avec quelques Chinois pour qu'ils puissent avoir le port de Kribi. Donc, vous voyez que on a affaire à un État voyou, ses fils sont des voyous, sont des braqueurs professionnels, et on vient nous dire non, taisez-vous, il ne faut plus parler de la France comme ça, il ne faut plus dire du n'importe quoi au président français, alors que chez eux-mêmes, ils confirment que ce que nous disons est vrai. Parce que quand même, si la justice française a condamné M. Bolloré, si la justice ou bien les citoyens français considèrent, vous savez que M. Macron est arrivé dans une école, c'est un petit garçon de 6 ans, qui a écrit au tableau, Macron est un con. Je dis un garçon de 6 ans, ce n'est pas nous qui avons dit. C'est un garçon, ça se voit, il y a les images, il y a les vidéos. C'est écrit lui-même, Macron est un con. Alors, vous venez nous dire, nous, les Africains, qui n'avons rien à voir avec M. Macron, qui voulons nous débarrasser de cette gangrène qu'on appelle la France. Vous venez nous dire que non, on est tellement grossier, on injure le président, alors que chez lui-même en France, on lui dit qu'il n'y a que Brigitte seule, ta vieille Brigitte qui est capable de te supporter. C'est les Français eux-mêmes qui disaient que nous, on ne te supporte plus. Mais ce n'est que ta vieille Brigitte qui peut te supporter. Donc, il faut que les Africains arrêtent. L'heure de la révolution, ce n'est pas les Blancs. Et ceux qui se mettront sur notre chemin pour notre liberté vont nous croiser. Ça, c'est qu'il faut le dire clairement. Parce que à la guerre comme à la guerre, quand on insulte, M. Macron n'a pas monté les gens pour insulter Paul Biya en France. Mais il ne fait que ça. Pour l'agresser, est-ce que vous vous rappelez de l'échange entre Calibri et M. Macron? Vous ne voyez pas que c'est un grossier montage? Oh, il y a génocide dans mon pays. Oh, il y a ceci. Oh, il y a ceci. Oui, je suis au courant. Macron court comme un enfant, comme il a couru pour aller recevoir la gifle. Oh non, je suis au courant. Je vais donner des instructions. Donc, il parle de donner des instructions à un chef d'État comme s'il va donner les instructions à son garçon de course. Et les gens comme le président du CNC viennent nous dire que non, on est grossier avec le président. Ceux qui vont attaquer nos chefs d'État. C'est Calaboussou, c'est ça? Joe Chebon Calaboussou. Calaboubsé. Ceux qui vont attaquer nos chefs d'État, ceux qui vont attaquer nos présidents, ceux qui vont mal se comporter avec nos compatriotes. La preuve en est, ils ont donné le permis de marcher à une horde de voyous en France, qui n'a rien à voir avec la politique camerounaise, de l'actualité politique au Cameroun. Mais ils leur ont donné, ils les ont encadrés, ils les ont donné le permis d'aller, je ne sais pas réclamer quoi. On a cassé nos ambassades à Paris. C'est le même Calibri qui a été reçu chez Macron. Donc, au jour d'aujourd'hui, on devait rompre les rapports diplomatiques avec la France. Parce qu'on ne peut pas casser nos ambassades en France et sans que la France n'ait maudit, sans que la France n'ait protégé l'ambassade. Ça veut dire que la France a attaqué le Cameroun avec ses hordes de bandits appelés la basse. Ça va continuer, ce combat-là. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que cette merde tombe. Merci messieurs pour ce coup de gueule. Je vous sens assez nerveux ce matin et c'est normal. D'ailleurs, on nous a considérés comme étant très nerveux, président Madakani. Ben, écoutez, à la suite de Fanga, avant que Albert Natolaï, ici, le propriétaire du dossier, qui est en plus journaliste, oui. Donc il est même celui qui doit même diriger
notre démarche par rapport à ça. Il faut qu'on fasse la part des choses. Hein. Le CNC, c'est un grain dans la mer qu'on appelle Cameroun. C'est un grain. Et en tant qu'institution, et son président actuellement, c'est John Chebonke, c'est ça? Joseph Chebonke Kalaboubse, c'est ça? Oui. Je le connaissais comme journaliste à la CRTV. Bon, maintenant, on l'a nommé et il paraît que c'est les consignes qu'il aurait reçues, qu'il a reçues, n'est-ce pas? En dehors du fait que c'est leur tradition. Ce que je dis là, j'étais vérifié, hein, avec l'ancien Peter Soka, nous l'avons pris en flagrant délit de corruption. Donc c'est vérifié ce que nous disons là. Donc, il y a dans l'État camerounais des bagarres entre des patriotes et les réactionnaires qui sont protégés par Paris, oui, et qui comptent sur Paris pour remplacer le chef de l'État actuel. Au moment où Dieu le volant, il ne sera plus là. Oui. Donc, le travail que nous faisons dérange énormément ces réactionnaires. On vous appelle endocolons. Ça les dérange terriblement. Et ils passent tout leur temps à comploter, à voir comment est-ce qu'ils vont descendre les panafricanistes. Comment ils vont nous anéantir. Donc, le coup qui vient là, c'est leur réseau, ce sont eux. Et M. Kalaboub, ce n'est que la face visible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui sont en face de nous. Donc, c'est ce réseau-là. Et par là, on veut nous amener, n'est-ce pas, à généraliser le CNC à tout l'État camerounais. Non. On ne tombera pas dans nous connaissons ça très bien. On va même passer par là pour démontrer que l'État du Cameroun, la liberté de la presse est menacée au Cameroun. Ce qui est faux. C'est pas vrai. Je parle sur le compte d'un journaliste. C'est pas vrai. Des irresponsables, on n'a jamais mis ça dehors. On n'a jamais mis ça dehors. Donc, que Kalaboub, c'est le tien pour dire à la guerre comme à la guerre. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ils vont accélérer la coopération avec le Burkina Faso, avec la Mauritanie. Il avait dit ça clairement. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le Burkina Faso n'existe plus. La Mauritanie a refusé. Pourquoi ce retour? Il reste simplement à être vigilant. Il faut que le chef le sommet de l'État malien soit vigilant. Parce que ce retour, évidemment, n'est pas un retour, comment on dit ça, pur, innocent. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que Paris veuille, à l'heure actuelle, actionner les éléments de l'armée française, de l'armée malienne, qui sont fidèles à la France. Vous comprenez? Oui. Pour continuer à avoir un pied dans la transition. Je m'explique. L'armée malienne aujourd'hui, quoi qu'on dise, n'est pas une armée, on dit ça. Son unité opérationnelle n'est pas garantie. Il faut rappeler que la Sénégota et d'autres sont la faction progressiste de l'armée. Mais il y a d'autres factions de l'armée qui roulent pour la France, qui roulent pour le projet français. Alors, il n'est pas exclu que ces gens-là, les Français estiment que non. Au lieu de laisser le terrain comme ça, libre à M. Assimi Goïta, dont la dynamique, la démarche est claire, autant mieux revenir, renforcer nos éléments qu'il y a dans l'armée, en espérant que, n'est-ce pas, en espérant que l'occasion va s'ouvrir pour que, n'est-ce pas, on rebondisse. N'oubliez pas que la transition, c'est 3 ans. N'oubliez pas que, on avait des manifestations au Mali où les gens demandaient, les femmes demandaient que le temps là est très court, qu'il faut prolonger le temps. On parlait de 18 mois et qu'il fallait le prolonger à tout prix. Tout à fait. Vous voyez donc, voilà, 18 mois. Donc, qu'il faut prolonger cette transition. Mais vous voyez que là, comme d'habitude, Paris joue sur le délai, n'est-ce pas? Est-ce que c'est justement à Paris de jouer sur les délais? Non, ils ont déjà demandé l'avis de qui avant de faire ce qu'ils font là. Ça s'impose. Donc Paris va anticiper sur ce délai pour rebondir. Je pense que les autorités maliennes le comprennent très bien d'ailleurs, pour rebondir et commencer à faire pression. Je termine, un autre élément, c'est quoi? Il n'est pas exclu aussi que, à défaut de tout perdre, on vient de dire à M. Assimi Goïta que, ben, écoutez, négocions. Bon, on a compris le message, négocions. Nous avons quand même des choses à mettre sur la table. Vaut mieux une bonne négociation qu'une séparation mal gérée. Oui. Voilà. Donc c'est un rapport de force que s'est imposé à la France, et la France n'a pas d'autre choix que de revenir à la raison.
André Guissel-Fanga, la raison évoquée aujourd'hui, nous dit-on, à l'issue des consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région, la France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition endossés, il faut le dire comme ça, par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et a décidé la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier. Voilà la raison évoquée. Apparemment, il déclare, c'est la France qui le dit, qu'il y a eu des consultations avec les autorités maliennes qui ont pris acte, ça c'est le terme utilisé, des engagements des autorités maliennes. Françaises. Oui. Je crois qu'il faut qu'on arrête le dilatoire. Oui. Et les deals que M. Macron essaye d'organiser avec quelques individus. Parce que nous savons que Macron est un champion de la duplicité, du double langage. Il change à chaque instant. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, cette situation au Mali soit claire. Nous ne voulons plus de la France au Mali. C'est-à-dire nous ne voulons plus de Barkhane. Et eux-mêmes, ils ont pris acte en disant que Barkhane se retire. C'est-à-dire M. Macron a dit que Barkhane se retire. Donc moi, je préfère rester dans cette position-là. Parce que je ne veux pas commenter le reste là où on dit qu'on a repris les discussions parce que la CEDEAO, Barkhane doit partir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus de négociations à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que nous avons montré à la face du monde, la face hideuse de la France, de cette opération malsaine qu'on appelle Barkhane, qui est une opération de pillage, une opération de vol, une opération de viol, une opération malsaine, qui ne contribue pas à l'avancée du Mali, à la lutte contre le djihadisme. Donc ça ne sert à rien de rafistoler. C'est la même chose que M. Barkhane a déclaré en Centrafrique, qu'il retire le financement. Vous voyez les déclarations d'un chef d'État. Pour un État, vous parlez de coopération. Donc, s'il a fait ailleurs, ce n'est pas la même chose qu'il va faire. Donc, aujourd'hui, nous pensons que Assimi Goïta est assez intelligent, est assez conséquent. Donc, il sait de quoi on parle. Donc, il sait la décision qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut encore accepter ce petit chantage-là? Parce que la vérité, c'est que ils veulent revenir pour essayer de reprendre les positions qu'ils avaient, parce qu'en réalité, ils n'ont pas pu transporter tout l'or qu'ils avaient récolté. Oui, c'est ce qu'on ne dit pas. Ils ont beaucoup d'or qu'ils ont amassé et il fallait transporter. Donc quand ils reviennent, quand Macron se surprend, on lui dit que, ben, chef, on n'a pas encore porté tout ce qu'on a creusé là-bas. On part comment? On part comment? On va où? Faites tout pour essayer de voir comment on peut transporter le butin, tout le butin. C'est comme ça qu'ils trouvent une astuce pour essayer de dire que non, c'est la CEDEAO qui a dit, ce n'est pas moi. Donc, comme la CEDEAO, comme c'est une grande institution, vous voyez comment il essaye de valoriser la décision de la CEDEAO, de dire que non, la CEDEAO a pris une décision assez importante. Donc, nous aussi, on s'allie à cette décision-là. Alors qu'en réalité, c'est pour aller transporter tout le butin qu'ils ont réussi à creuser là-bas et pour le transporter. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut mettre hors d'état de nuire la France. Il faut mettre Barkhane hors du Sahel. Parce que si Barkhane n'est pas hors du Sahel, nous serons toujours dans les problèmes. Nous aurons toujours le djihadisme. En réalité, les vrais djihadistes ne sont pas les islamistes que nous présentons. Ce sont nos frères. Et vraiment, même les islamistes, certains qui sont encore en accord avec la France, là, qui travaillent pour la France, là. Regardez comment on blasphème votre leader en France. Vous voyez comment on dessine Mohamed en France, ce qu'on dit de lui en France, et Macron, votre patron ou bien votre collabo, dit par rapport à votre leader. Donc en réalité, même ces gens-là devaient se retourner contre la France. Mais comme on ne veut pas comprendre les enjeux, on est dans la manipulation, on est dans une logique où les intérêts personnels priment. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que Assimi Goïta continue la démarche. La démarche, c'est que l'armée, c'est les FAMA, les forces armées maliennes, puissent avoir le total contrôle sur toutes les opérations. Et que même si la France doit être là, elle doit être en 3e position. Parce qu'il doit avoir une autre force
la force africaine en attente doit l'accompagner dans cette logique-là. Et la France vient en 3e position. Parce que c'est quasiment incroyable. J'ai vu un 14 juillet comment la France vantait son armement, ce qu'il a comme les drones, les machins et tout. Et ils ont fait un simulacre d'opération. Comment de lutte dans le Sahel. Et je dis, bon, ok, ça fait 8 ans que vous avez tout ce matériel et vous êtes installé quelque part et que vous êtes là pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme. Le djihadisme. Avec tout ce matériel, si vous n'arrivez pas pendant 8 ans, ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une erreur quelque part. C'est pour ça que je me rappelle de la phrase du directeur général de Dangote lors de son inauguration de ciment ici à Douala. Il a plu ce jour-là jusqu'à ce que la pluie est montée. Il est resté comme ça, il a dit que nous sommes somewhere. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien quelque part. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes une armée puissante. Vous avez près de 8000 hommes qui sont sur place. Ça fait 8 ans que vous êtes là et il n'y a pas de résultat. Et on continue à avoir les percées puissantes des djihadistes. Des djihadistes. Non, arrêtons ça. Je pense que moi, je ne suis pas d'accord avec cette opération, cette reprise des opérations. Ça, c'est ma position et je ne vais pas encourager les autorités maliennes de continuer dans cette logique-là. Il faut se séparer de cette censure. La France est une censure. L'opération Barkhane est une censure pour venir sucer les ressources. Donc, le chef bandit a organisé sa frappe. Il faut que l'or, le butin, tout ce qu'ils ont pu prendre, amasser là-bas, ils puissent le transporter. Parce que vous allez voir d'ici 1 an ou 2 ans, ils vont vous dire qu'ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà récupéré tout ce qu'ils avaient entassé et parti. Merci André Kisselfang. Albert Natola, ici on parle souvent de la reprise des opérations conjointes avec les FAMA, les forces armées maliennes, alors que nous avons des informations comme quoi l'armée française fait souvent ces opérations sur le sol malien sans le consentement et sans la présence des forces armées maliennes. Écoutez, je veux commencer mon analyse avec 3 questions. Parce que j'aime toujours convoquer les éléments factuels. C'est important, en tant que journaliste. Quelles sont les raisons que M. Macron a invoquées pour décréter le retrait des opérations conjointes au Mali? Vous connaissez les raisons? Première raison, il y en avait 2. Première raison, oui, la mise en œuvre des accords d'Alger. Que les autorités de transition maliennes n'étaient pas en train de vouloir justement mettre en œuvre. Deuxième raison, Macron estimait que les autorités de transition maliennes ont engagé un dialogue avec les djihadistes. Sans son consentement et sans sa présence. Non. Le reproche était clair. C'est-à-dire que lui, Macron, ne peut pas discuter avec les djihadistes. C'est la deuxième raison. Il empêchait également les forces armées françaises et les autorités maliennes de discuter avec les djihadistes. Oui, pendant que... Parce que lui, il ne veut pas discuter des discussions avec les djihadistes, oui, mais interdisent également... Mais par contre, lui, il discute avec le MLA. Le MLA, c'est ça qui est le quand même le gros problème, Albert, voilà. Ici. Ok, c'était la deuxième raison. Oui. La seconde raison, c'était quoi? C'était que lui, il estimait, comme ce fut le cas à Pau, il y a, je crois, un peu plus d'un an, qu'il faut que les autorités maliennes, les autorités de transition clarifient, n'est-ce pas, leur position par rapport à l'engagement français au Sahel. C'était la troisième raison. Oui. Et que dans tous les cas, la troisième raison d'ailleurs, la quatrième raison étant que lui, pour lui, c'est inacceptable. D'ailleurs, vous l'avez convoqué tout à l'heure. Lui, Macron ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas continuer justement à collaborer, si je puis ainsi dire, avec les putschistes. D'où le vocable un coup d'État. Dans un autre coup d'État. Voilà les 4 raisons qui amènent justement M. Macron à décider, n'est-ce pas, de la suspension des opérations militaires conjointes. Dans tous les cas, nous ne sommes pas en contradiction près, n'est-ce pas, de la part de M. Macron. Donc, pour moi, ce n'est pas là le problème. Et nous savons pertinemment que c'était un petit chantage, un petit coup de chantage, comme ce fut également le cas à la fameuse messe de Pau.
quand il a appelé autour de son individu, n'est-ce pas, les chefs d'État de la zone Sahel. De donner leur position du Sahel. Par rapport au sentiment anti-français. Par rapport au sentiment anti-français. Voilà. Donc nous étions là dans un chantage où il disait que lui va retirer les troupes françaises. Je voulais quand même vous rappeler que ce sont justement des contradictions de M. Macron en 2017. Faut-il convoquer les éléments factuels ou historiques? Non, en 2017, début 2018, M. Macron il avait déclaré, je cite, que il va retirer 4500 militaires français qui sont engagés dans l'opération Barkhane au Sahel. Il a dit. Mais plusieurs années plus tard, nous sommes plutôt dans le renforcement, n'est-ce pas, de ce dispositif. Ça veut dire donc qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et encore faut-il déjà insister et préciser qu'il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un début de retrait de la force Barkhane, des militaires des soldats de la force Barkhane. Depuis le 3 juin, on n'a rien vu. Non, ça ne s'est jamais passé. C'était un petit chantage. Et comme Assimi Goïta, un bon russe, il est resté stoïque, silencieux. Il a laissé le jupitérien s'agiter, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, il a quand même pris un autre prétexte, n'est-ce pas, fantasmagorique, pour justifier justement le réengagement conjoint, n'est-ce pas, de l'opération Barkhane avec les femmes. Donc, nous sommes dans une sorte d'escroquerie, dans une sorte de manipulation de sa part. Souvenez-vous, vous avez mis il y a quelques semaines sur la table une thématique qui portait sur le recrutement de 10 000 soldats en France, dans la perspective, n'est-ce pas, d'un conflit d'envergure. D'une éventuelle guerre. D'un conflit d'envergure. Et j'ai pu vous dire que ce projet, justement, ce projet de recrutement de 10 000 soldats français s'inscrit dans la perspective d'un engagement au Mali, dans la zone sahélo-sahélienne. Ça, il faut le dire. Parce que Macron ne peut quand même pas dépenser 1 milliard d'euros dans le cadre de cette affaire-là et s'en aller comme si de rien n'était, puisque nous ne les connaissons pas comme étant des philanthropes. Ils ne font pas de la philanthropie, c'est le colère. Jamais. Ils ne sont pas dans la philanthropie. Du jamais, jamais. Donc, je pense que ce qui se passe, en réalité, ce qui devait nous intéresser, j'allais dire, et là, ça rejoint la thématique, que cachent les contradictions de Macron? Ce qui cache les contradictions de Macron, justement, cache les intérêts géostratégiques du côté de Sahel. C'est-à-dire, il faut piller. Vous avez là-bas les ingénieurs entrés qui pillent le Mali. Oui. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée française soit la seule, et bien la seule sur un territoire étranger à avoir accès à une partie d'un territoire, et non les forces les forces armées et défense de ce pays-là, les forces de défense et de sécurité de ce pays-là. Je parle ici de Gao, de Kidal, entre autres, de Tombouctou. Pourquoi est-ce que ce n'est que les soldats français qui ont accès dans cette partie du territoire malien? C'est une belle interrogation, Albert. Justement, c'est une très belle interrogation. Justement, je réponds. Je réponds en vous disant que tout ce qui se passe de ce côté-là n'a rien à voir avec une opération militaire. Il se passe d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des opérations militaires. Il s'agit du pillage. Il s'agit des collaborations avec ce qu'ils appellent officiellement les djihadistes, à qui ils refourguent la logistique pour créer justement le désordre, qui justifie justement leur maintien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attendez, au Sahel, vous avez quand même le soutien américain au niveau du renseignement, avec tout ce que cela comporte comme logistique, n'est-ce pas, de dernière génération. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à chaque fois, il y a des incursions des djihadistes? Si jamais nous avons des djihadistes de ce côté-là. Vous avez tout à l'heure convoqué ces chiffres-là. Vous avez
30 000 soldats étrangers sur un territoire. Mais on n'a jamais tué sur un territoire étranger. Oui. Mais depuis plus de 8 ans, nous sommes dans une sorte de surenchère, n'est-ce pas? D'une montée, nous assistons à une montée, n'est-ce pas, de la violence, des attaques des terroristes. Mais il y a quand même un problème. Avec toutes ces logistiques-là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Pour reprendre, n'est-ce pas, les termes de mon copanéliste Christelle Fanga. Ce qui ne marche pas quelque part, c'est qu'il y a la désinformation qui est entretenue par Paris, avec le Quai d'Orsay. Il y a la désinformation, il y a de la manipulation. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est nous de ça. Lorsque justement, les gens montent en puissance, les peuples montent en puissance, comme ce fut le cas il y a quand même quelques semaines, où les Maliens ont demandé de manière officielle, justement, je parle du peuple malien, qui a demandé de manière officielle le départ. Il y a quelques jours encore. Hein. Oui, qui a dit les Maliens ont demandé le départ, de manière solennelle, ont demandé le départ des forces étrangères sur leur territoire. Mais les djihadistes, ce sont les Africains, non? Pour la plupart. Mais est-ce qu'on ne devrait pas discuter avec nos frères africains? Mais, je sors par là. Comment se fait-il que Paris prétende que pour se protéger, pour protéger son territoire, pour protéger les Français, il faut venir mener une guerre contre les djihadistes à plus de 6000 km n'est-ce pas? À plus de 6000 km de son territoire. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça nous renvoie, tout à l'heure, je n'ai pas de géostratégie, géopolitique, mais ça nous renvoie davantage dans le pacte colonial. Parce qu'il faut dégager cette affaire-là. C'est-à-dire que dégager ces fameux accords de défense, dégager ces fameux pactes coloniaux qui donnent de manière exclusive le pillage, n'est-ce pas, des ressources, n'est-ce pas, du sous-sol et du sol africain au profit de la France. Au profit de la France. Président Bandakani, comment comprendre qu'un État appelé la France ne veut pas voir les Maliens discuter avec les soi-disant djihadistes? Ben, ça indique et ça démontre plus que tout la situation réelle de l'Afrique en général et la situation du Mali. Et notre rôle justement, c'est pour ça que le travail se dérange les gens comme le CNC et son président, à la BOPC, je ne sais pas comment vous l'appelez, ça les dérange. Parce qu'il faut juste, notre rôle c'est de faire prendre conscience aux Africains de cette réalité. Et vous savez, quand les peuples prennent conscience, le combat est gagné en partie. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que je voudrais vous rappeler que le délit du jupitérien a commencé lorsque la population a commencé à manifester dans le Sahel. Le sommet de Pau, vraiment, ça fait pleurer hein, ici, John de 3 ans. C'est comme ça qu'on convoque les chefs d'État. Et les chefs d'État, là, ils n'ont pas été offensés. Le CNC existait, non? Est-ce que le CNC a rappelé M. Macron à l'autre? Il y a ici un qui a été davantage offensé, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Combien t'as dit? Est-ce que le jupitérien parlait comme si c'était l'affaire à... On nous dit que nos propos présentent des risques. En fait, on nous dit... D'abord, ils disent que nos propos sont non fondés, ils sont de nature, ils sont offensants. Voilà, et donc, ils sont de nature, n'est-ce pas, à porter atteinte à l'honorabilité de la France. De Macron. Donc, le CNC appelle honneur de tel comportement. C'est-à-dire que quand vous tuez les Africains, quand vous comment dire ça, balkanisez les territoires, c'est-à-dire que vous soutenez, vous organisez, vous élaborez les sécessions, mon cher gosse, c'est de l'honneur. Vous êtes dans l'honneur. Vous êtes dans l'honneur quand vous pillez les réserves et les finances de tout un continent avec un accord nazi qu'on appelait France CFA. C'est de l'honneur. Vous êtes dans l'honneur quand vous avez tué le héros du Mali, le président Modibo Keïta, en son temps. C'est de l'honneur. Il y a un problème, mon cher gosse. C'est-à-dire, quand vous voyez ces choses-là, vous avez envie de pleurer, de voir qu'il y a des Africains
qui se comportent comme ça, comme les gens du CNC. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque les populations maliennes commencent à manifester, le jupitérien, dans un délire dont il a l'habitude, n'est-ce pas, il pète les plombs et il convoque le chef d'État à Pau en leur disant de venir s'expliquer sur la montée du sentiment anti-français. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dès qu'on manifeste contre la France, on est anti-français. Et le choix de Pau n'était pas anodin. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes en train de poser à la face du monde. Le monde s'est dit civilisé. Le monde prétend qu'il a avancé. Le monde estime, n'est-ce pas, qu'il a une charte qu'on appelle la charte de l'ONU, qui est une matrice intellectuelle, morale, les plus avancées de l'histoire de l'humanité. Mais nous, on est là pour rappeler au monde que, malgré votre matrice morale là, votre histoire de l'ONU là, il y a un fait colonial en plein 21e siècle. C'est-à-dire qu'en plein 21e siècle, des États décident de recoloniser un continent en massacrant les présidents, en tuant les populations, en les empoisonnant, en déportant les présidents, en violant les premières dames. Alors quand nous on dit ça, c'est porter honneur, c'est offenser la France, c'est porter honneur à son honorabilité. Non, à la France, non, d'abord aux Jupitériens, oui, et à la France. Et à la France. Mais la France, c'est ce qu'on appelle l'honneur. Un tel pays, qu'est-ce qu'on appelle l'honneur, monsieur Goff? Est-ce qu'un tel pays connaît l'honneur? De quel droit la France peut demander à un État de ne pas discuter avec qui il veut? C'est la question que je vous pose d'ailleurs. C'est toujours un État, ça. Dans la tête de Paris, quand vous décidez, vous interdisez à un État de discuter avec qui il veut. C'est que dans votre tête, ce n'est pas un État. Il y a pire injure que ça, monsieur Antoine. Il y a pire injure que ça. C'est-à-dire qu'un État vous dit que je suis un État. Et en vertu de la fameuse charte des Nations Unies, ce machin-là qu'on appelle charte, je discute avec qui je veux. Mais un autre État, qui est membre de l'ONU, comme cet État, donc, qui n'est en rien supérieur à cet État, n'est-ce pas, demande au président de cet État, mais, oh monsieur là, qui t'a envoyé par là avec le djihadiste, viens ici. Autrement dit, ce pays nie la charte des Nations Unies, la déchire par son comportement, et nie non seulement l'existence de cet État, mais dénie à ceux qui dirigent cet État le statut d'être humain. Et le CNC vient nous donner leçon. Monsieur Kalaboum, il n'ose même me parler. Mais il y a les gens qui cherchent les malédictions. Hein. Il y a les gens qui sont tranquilles. Ils veulent les malédictions. Ils attirent sur eux la malédiction. Mais est-ce qu'on a la quantité de sang qui crie pour ce continent? La quantité de morts qui crie pour ce continent? La quantité de pleurs qui crient pour ce continent depuis des millénaires? Monsieur Kalaboum, c'est là. Il connaît ça? Et quand nous on essaie d'être l'écho de tout ça, il vient nous donner les leçons. Alors, mon cher Goff, alors, on interdit à ce que tu allais parler avec les djihadistes. Pendant ce temps, M. Macron discute avec les djihadistes, paie les rançons et fait libérer plus de 200 terroristes. Vous avez oublié l'événement là? Pas du tout. Vous avez oublié ça? Non. C'est pas la sorcellerie. Bon, Macron, il est normal. Ça, c'est le comportement d'un homme normal, ça? C'est un jupitérien. Non, c'est un terroriste. C'est un terroriste, monsieur. Il terrorise l'État du Mali. Il terrorise les Maliens. Il est terroriste moralement, militairement et politiquement. Et c'est fait de la non-assistance à personne en danger que de faire ce que le CNC est en train de faire. Et nous sommes fiers parce que nous remplissons notre devoir moral. Nous faisons ce qu'on a à faire. Et s'il y a des petits gens comme les gens du CNC qui croient qu'ils vont nous impressionner, ça me fait sourire. Nous on démontre. Eux, ils ne peuvent pas démontrer. Ils racontent du n'importe quoi. Ils ont même dit que nous, du coup, ne sommes pas fondés. Mais ça veut dire qu'il n'est même pas... Il est journaliste, ce monsieur encore. Ou bien il a fini le métier là. Hein? C'est comme le système que j'ai le journaliste. Il ne s'informe même pas. Et vous êtes surpris qu'en plein 21e siècle, il va nous dire que nous, on porte atteinte à l'honneur de la France. Il ne s'informe même pas. Il devait savoir que le pays le plus déshonoré au monde, c'est la France. À travers son comportement en Afrique. Mais comme c'est un journaliste camerounais, il ne s'informe pas. Mais surtout qu'on a subi une certaine information venant de M. Hervé Bush. Alors, vous avez les accords d'Alger qui étaient en jeu, parce que ça avait les djihadistes, et la clarification de la position du Mali par rapport à l'engagement français. Mais il y a plus grave que ça, M. Ngoff. Oui. Vous avez demandé qu'on explique les contradictions de Paris. Oui. Regardez bien les timings. Le Jupitérien, dans son délit, décide que j'arrête. Je retire Barkhane. Non, on se retire. Ça va comme ça.
Entre-temps, M. Goïta est très avancé dans les négociations avec les Russes. Le processus de sa consécration comme chef d'État authentique du Mali étant achevé, il signe des accords avec le Mali. Mais un événement se passe, ce qui est passé inaperçu. Le Tchad fait une sortie et dit, nous prenons acte du départ de Barkhane. Très bien. Nous prenons acte du départ de Barkhane et accélère ces négociations avec la Russie. Oui. Comme, il faut bien voir le timing de ce qui se passe. Mais écoutez, le Jupitérien, certainement, revient de son délire, n'est-ce pas? Il dit que c'est très grave. Donc, maintenant, si le Tchad entre en scène dans cette démarche-là, mais pendant que je dors là, les Russes sont en train de s'installer partout. À cause de ma bêtise. Du coup, donc, j'explique les contradictions. Les contradictions, oui. Il avale sa langue, il n'a pas le choix. Il avale sa langue, n'est-ce pas? Il avale sa langue, il lèche son crachat. Monsieur il laisse son crachat. Quand on arrive à ce niveau, c'est terrible. Hein? Il n'y a que les Jupitériens pour le faire. Il lèche ses crachats et il décide tout entre but de dire je reviens, je reprends ma coopération avec vous. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, il veut maquiller, justifier l'interception de la dynamique tchadienne. Mais il ne peut pas. Parce que quand le président tchadien va aller annuler la signature qui a été faite en Russie, c'est pas possible. Vous comprenez? Ce qui est signé depuis Moscou. Hein. Clair. Donc, j'explique les contradictions du Jupitérien et la diplomatie française dans le cas d'espèce. Et il y a un plus grave encore. Même le sous-préfet du Niger, quand M. Macron dit que Barkhane s'en va, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ça sert même d'avoir quoi? Ça empêchait... Mohamed Bazoum, il faut bien préciser. Oui, le sous-préfet du Niger, qui a été installé par M. Le Drian, n'est-ce pas? Le chef de la mafia bretonne. Un jour, on fera l'émission sur lui. On a accumulé les éléments. Qui aujourd'hui a pris l'initiative de mettre son fils au devant de la scène. Je dis qu'au-delà de son fils, je parle de la mafia bretonne, dont il est le parrain. Vous comprenez? Et quand on va parler de ça, on va dire qu'on porte atteinte à l'honorabilité de la France, le dirigeant et de son chef d'État. Alors que quand le pantalon d'un chef d'État africain a un petit trou, ça a une de tous les journaux du monde. Mais il n'y a qu'en Afrique où des institutions comme soi-disant le CNC ne comprennent pas qu'on est dans une guerre. Ne comprennent pas l'enjeu de la guerre des communications aujourd'hui dans la géopolitique mondiale. Et que les États remportent les batailles rien que par la guerre de communication. Exactement. C'est ça aujourd'hui. Vous voulez quoi? Vous voulez que le président... Ce président camerounais, vraiment, il est... Excusez-moi, je dis ça. Il est malheureux, le président. Parce que vous nous mettez à la tête des institutions stratégiques comme le CNC, des petits journalistes qui ne comprennent même pas les enjeux de la guerre diplomatique sur le plan de la communication. Ça fait pleurer. La plupart des batailles se remportent aujourd'hui par la communication géopolitique. Mon cher gosse. Eh oui. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, quand nous avons intérêt, nous, aujourd'hui, à mettre sur la table la mafia de monsieur Le Drian. Pourquoi? Mais il organise les coups d'État en Afrique. C'est le FOCA. C'est le FOCA. Alors maintenant, il y a un journal là qui n'aime pas citer, mais excusez-moi de vous citer, Jeune Afrique a fait tout un dossier sur la mafia bretonne. Mafia bretonne. Bon, quand nous, on va reprendre ça ici, alors on va dire que nous, on porte atteinte à l'honneur de la France. Ils ne lisent pas. Mais il y a quand même un problème. Ces gars ne lisent pas. Il y a quand même un problème. C'est parce qu'ils sont autour de ces gens-là. Il y a quand même un problème, mon cher gosse. Donc, non seulement il y a ce délit, mais il y a plus grave. Quand les soldats maliens vont à Kidal, au nord du Mali, ils subissent les foudres de djihadistes, entre guillemets. On leur fait une guerre pas possible. Les militaires maliens meurent. Le même Malien, jusqu'à un certain niveau, a été incapable d'affronter ces gens. Il faut être honnête, mon cher gosse. Bon, quand les djihadistes, entre guillemets, font ça, nous supposons qu'ils défendent leur territoire. Mais pourquoi ils ne font pas la guerre aux Français? Qu'ils sont à Kidal, installés, assis, pillent, volent l'or, pillent les matières premières. Dites-moi pourquoi ces djihadistes, qui sont si prompts à tirer, à tuer sur les militaires maliens, à faire la guerre à l'armée malienne, ne font pas la guerre aux Français, ne font pas la guerre aux militaires français qui sont assis. Mais vous êtes sûr que c'est l'armée, c'est les djihadistes qui tirent sur l'armée? Non, je les prends au mot. Je veux descendre au niveau le plus bas. Je fais exprès, mon cher, pour que les gens comprennent ce qui est en train de passer. Bien sûr. Parce que quand nous on dit certaines choses ici, les gens croient qu'on a les histoires. Qu'on m'explique seulement, là c'est le raisonnement logique. Je laisse de côté toutes les preuves qu'il y a sur la voie publique, où on sait aujourd'hui que l'état-major français a dit traque tout élément djihadiste. Ils ont le numéro. Il y a un état-major qui est là pour ça. On les traque personne par personne, on les connaît. Et que ces gars se ravitaillent où?
auprès de Total, français, qui les ravitaille en gargant et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, ça c'est ce que les gens découvrent maintenant. Nous, depuis 10 ans, nous avons dit depuis que la France est un État terroriste qui arme les terroristes pour venir détruire les États africains. On l'a dit depuis. Laissons ce preuve-là, mon cher Fanga. Dites-moi pourquoi les mêmes djihadistes supposés qui tirent sur la même alliée, qui font la guerre à la même alliée, comme par hasard, n'ont jamais fait la guerre à un seul soldat français. Donc, conclusion, c'est quoi? Ça veut dire que ils sont, les deux estiment que c'est leur territoire. Alors moi, je pose une question. Les Français sont des Maliens? Est-ce que les Français sont des Maliens? Bon, ces Maliens-là, soi-disant, alors, s'ils sont Maliens, ils luttent donc pour qui? Ils luttent pour quoi? Si ils estiment que les militaires maliens sont étrangers au nord du Mali, et que les Français sont les bienvenus, mais ils ne luttent pas donc pour le Mali. Donc, je conclue, maintenant, M. Fanga, c'est que ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des Français déguisés qui prennent des visages des djihadistes pour tuer les militaires maliens. Il faut qu'on se taise, nous les Africains. Il faut que moi je me taise quand je vois ça, parce que j'ai peur des journalistes du CNC. Il faut que je me taise. Il faut qu'on se taise, parce qu'on a peur de ces gens-là, mon cher gosse. Il faut qu'on ne dise rien de tout ça. Il y a un problème. Alors, nous disons simplement que nous saluons les autorités du Mali. Assimi Goïta, qui a hérité d'une situation très compliquée, un État pratiquement failli, à terre, et qui est en train de réaliser, de relever l'État petit à petit. On peut comprendre que pour l'instant, est-ce que l'État malien a réagi? Est-ce que l'État malien a dit un seul mot? Lorsque M. le Djiboutérien a rompu de manière unilatérale la coopération, est-ce que l'État malien a réagi? Pas du tout. Lorsqu'il a repris de manière unilatérale encore la coopération, est-ce que l'État malien a réagi? Jusque-là, absolument pas. Il y a des silences qui disent tout. Il y a des silences qui disent tout. Et si nous, on ne peut pas interpréter les silences que j'appelais forts, les silences qui parlent plus que tout, les silences interpellateurs de nos présidents, c'est nous qui avons le problème. Et nous allons l'interpréter malgré les occasions du CNC au Cameroun et de son président. Et pendant ce temps, André Kisselfanga, moi j'ai une autre question. Comment comprendre que depuis de longues années, presque une décennie, l'opération Barkhane se trouve du côté du Mali, mais n'a jamais tué un seul djihadiste? Tu tues ton frère. Tu vas tuer ton frère comment? Ils se connaissent, ils mangent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils dorment ensemble. C'est-à-dire Barkhane et les djihadistes mangent ensemble, dorment ensemble, font même les enfants ensemble. Donc ils sont constitués en famille. Oui. Donc vous ne pouvez pas demander aux enfants d'une même maison de se battre pour un héritage, parce qu'en réalité ils sont là pour la création d'un État dans un État. En fait, il y a même un État dans un État. De fait. C'est clair, c'est simple. Donc, ne nous demandez pas D'ailleurs, même la France a déjà gagné quelle guerre? Parce que dans tout ce qu'on vante là, on dit l'armée française, Barkhane, machin. La France a déjà gagné quelle guerre? Aucune. Aucune guerre. Si vous avez dans l'histoire, peut-être je me trompe, peut-être je n'ai pas fait de très bon cours d'histoire, mais quand je regarde le parcours de l'armée française, elle n'a jamais gagné une seule guerre. Une seule. La France ne gagne que quand il y a les Africains devant. Posez-moi la question. La Coupe du Monde. Vous l'avez toujours dit. Les deux Coupes du Monde. Les deux Coupes du Monde. C'est les Africains qui les ont gagnées. C'est les Africains qui les ont gagnées. La guerre mondiale, la seconde également. La première fois même, ils sont allés au Sénégal pour aller remercier même les marabouts sénégalais. Pour dire merci aux marabouts sénégalais. Bon, maintenant qu'ils ont été éliminés, peut-être que c'est un Camerounais qui les a fait éliminer. Ouais, vous comprenez. Donc vous comprenez qu'en réalité, cette France n'a pas de résultat positif. Et surtout quand vous arrivez à un moment donné d'élire un président ou bien de mettre à la tête de votre État quelqu'un qui n'est pas lucide. Parce que c'est un Français qui le dit, hein, que Macron est un, vous appelez ça quoi, signifeur de cocaïne. Oui, il y a une vidéo aussi, vous pouvez regarder sur YouTube, où il dit que à chaque fois qu'il est, c'est les réflexes de quelqu'un qui prend de la cocaïne. Des cocaïnomanes. Oui, des cocaïnomanes. Donc, en réalité, M. Macron n'est plus normal. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation où des gens ne peuvent pas remporter une guerre. Depuis leur histoire, depuis leur berceau, ils n'ont jamais remporté de guerre.
Ils n'ont qu'utilisé une arme, c'est-à-dire le mensonge. La France a toujours utilisé le mensonge. Justement, je vais vous faire rebondir. Hein. Comment comprendre donc voilà, une nation avec son armée qui se trouve dans un pays, déclarant haut et fort qu'ils sont là pour lutter contre les djihadistes, mais n'ont jamais tué un seul djihadiste, un seul terroriste. Qu'est-ce qu'ils font encore là-bas s'ils ne sont pas là pour tuer les terroristes? Voilà. Ils sont là pour voler. Ils sont là pour piller. Ils ne sont pas là pour faire la guerre aux djihadistes. La preuve en est, vous voyez un état de soi-disant de droit, de machin, de démocratie. Il y a eu des attentats en France. Que ce soit de Charlie Hebdo, que ce soit à Toulouse dans une boîte au Bataclan et tout le reste. La première des choses qu'ils ont fait, c'était de tuer les soi-disant les djihadistes qui ont fait cet attentat. Première des choses, c'est de les assassiner. Bon, en réalité, comment vous avez des djihadistes, vous ne pouvez pas les arrêter, les interroger, comment ça s'est fait, pourquoi vous avez fait ça, mais on les tue directement. Donc vous comprenez que la France elle-même... On efface les traces, les preuves. Bien sûr, c'est ça la réaction de la France. Elle efface les traces. Donc en réalité, ne demandez pas à la France de lutter contre son cousin ou bien son frère jumeau. Parce que France égale à terroriste, djihadiste égale à terroriste, tous ces gens-là sont des terroristes, si réellement ce sont des terroristes qui sont là-bas. Parce que la vérité, c'est qu'il faut analyser, regarder au fond. Parce que quand on vous parle de terroristes, vous allez voir quelques gens qui sont toujours encagoulés, qui sont... Est-ce que vous êtes sûr que c'est des Noirs? Parce que ces terroristes qui sont toujours dans le Sahel, ils ont toujours des turbans, toujours masqués à un niveau. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est des Noirs? C'est pas par hasard des Français? Parce qu'en réalité, nous savons que l'État islamique a été... on a transporté les terroristes qui étaient de l'autre côté de la Syrie et tout le reste, on les a déversés dans le Sahel. On a pris tous les terroristes qui avaient, qu'on a organisés au niveau de la Libye. On les a versés là-bas. Donc en réalité, on est dans une logique où on est dans une guerre où le vrai ennemi n'est pas celui dont on nous présente. Parce que les djihadistes ne sont pas le problème. Le problème, c'est la France. Parce que si la France n'était pas le problème, on aurait déjà une solution. Parce que les Maliens, Assimi Goïta, par exemple, a dit, je vais discuter avec eux. Ouais, mes frères. C'est mes frères. Si réellement c'est des djihadistes, comme vous dites, maliens, nous allons nous asseoir. Et nous allons discuter. Et nous allons discuter. Et Paris rompt la coopération. Et immédiatement, Paris a rompu la coopération. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on n'est pas dans une guerre contre le terrorisme au Mali. Non. La France n'est pas là pour ça. La France est là pour creuser l'or, pour préserver les réserves d'eau souterraine, pour préserver également le pétrole qui sort de terre sans pour autant avoir été foré. Et créer l'État de l'Azawad qui sera sous leur contrôle comme ils ont fait dans plusieurs autres États. Donc, créer même, parce qu'ils sont aussi en train de vouloir créer l'État de l'Amazonie ici au Cameroun aussi. Oui, parce que ce qu'on vient de voir en France est une preuve que la France est complice de l'Amazonie. Et je comprends pourquoi on a un ministre comme vous appelez Dupond-Moretti. Hein? Dupond-Moretti. Dupond-Moretti. Dupond, hein? Dupont. Dupond-Moretti. Donc, qui est ministre de la Justice. Oui. Vous comprenez un peu. Et qui est un ami, suivez mon regard, d'un leader politique au Cameroun. Et ses membres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Vous voyez quelqu'un dit que non, je ne suis pas solidaire de cette marche qui est là. Après, quand la marche a eu un effet, on dit que non, vraiment, c'est une grande chose, c'est un très grand événement. Avec le drapeau de l'Amazonie, dont la France veut diviser le Cameroun. Il faut porter plainte à la France. Et porter même plainte à Chebonke. C'est Chebonke. Oui. Il nous accuse. Parce qu'il nous accuse. Pendant que le pays qui défend. Alors que le pays qu'il est en train de défendre est en train de tuer les Camerounais, tue l'armée camerounaise, tue les femmes, tue les jeunes, tue les hommes camerounais. Et veulent diviser le Cameroun en France. Et l'avocat, le brillantissime ministre de la Justice, qui est l'ami de celui que vous connaissez, vous comprenez un peu, ne dit absolument rien. Champion des droits. Aucune ONG n'a réagi. Donc vous comprenez que la France n'est pas là pour... En fait, c'est comme si on a installé la base de déstabilisation du Cameroun. C'est pas comme si. En France et à Paris. Donc devant le Quai d'Orsay, devant l'Élysée. C'est là où c'est établi. Donc c'est la base de la déstabilisation de nos États. Donc s'il y a une cellule terroriste à
appelée base MRC Ambazonia, installée à Paris, ça veut dire que Paris est notre plus grand danger. Donc la personne qu'on doit combattre, c'est Paris. Merci, André Kissel Fanga. Vous me coupez? Non, je ne vous coupe pas, allez-y. Terminé. Donc si vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas de résultat au Mali, mais vous ne pouvez pas avoir de résultat quand c'est le terroriste lui-même en chef qui est dans l'organisation de la chose. Parce que son objectif, c'est qu'il faut prendre les territoires en otage. Il faut recoloniser. Il faut reprendre de manière formelle ces États. Et quand il regarde, l'une des plus grosses erreurs de la France, c'était d'avoir élu ce jeune homme-là. Le plus petit de sa famille. Le chef de famille, mais le plus petit de sa famille. Tu portes offense au président français. Mais c'est nous qui... Est-ce que ce n'est pas ça? Non, c'est une offense. Quelqu'un est le plus jeune de sa maison. C'est-à-dire sa femme est sa grand-mère. Les enfants de sa femme sont plus âgés que lui. Donc lui-même est plus petit que tous ses propres enfants. Donc voilà le genre de chef d'État que les Français ont élu. Non, messieurs, aujourd'hui, il faut clairement dire que la France est en train de regretter amèrement Monsieur Macron, son élection. Parce que la vérité, c'est que la France est en train de tout perdre. Oui, et ça fait notre bonheur, nous les Africains, d'avoir commis ce genre d'erreur. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils commettent des erreurs comme ça pour que nous puissions en profiter. Pour leur dire que, mais non, aujourd'hui, votre masque tombe parce que vous avez quelqu'un qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Je pars. Non, je reviens. C'est comme une jeune fille qui est dans une relation. À chaque fois, elle utilise ce petit chantage, n'est-ce pas? Hein? Bon, comme tu ne veux pas m'épouser là, moi je pars, je vais chez mes parents. Elle fait semblant de porter ces choses. Quand vous êtes stoïque comme Assimi Goïta, vous ne dites rien. Vous regardez, elle emballe ces choses, elle emballe, elle sort. Tu ne m'arrêtes pas. C'est quelqu'un qui demande comme... Tu ne m'arrêtes pas. Mais tu as dit que tu pars, non? Pars. Et tu vois elle-même encore... Je dis vraiment, je savais que ton genre de cœur là, vraiment, je ne comprends pas. Elle-même, je ne parle plus. Comme tu veux profiter pour prendre une autre fille, pour amener la Russie ici. Moi, je ne parle plus. Je reste ici. Et comme ça va contaminer tous les autres pays, moi, je ne parle plus. Je ne bouge plus. Je m'engarbe. Je signe ici. Je ne parle pas. Mais monsieur, le mariage n'est pas forcé. Surtout que tu n'as rien produit comme résultat. Peut-être tu as eu à traiter avec les autres anciens qui étaient tes sous-préfets, qui étaient sous ta botte, que tu pouvais faire. Il s'est installé de force. Il s'est installé de force, exactement. Mais maintenant, les gens ont compris que non, le mariage n'est pas forcé. Le divorce est consommé. Et il faut que les Maliens aillent jusqu'au bout. Nous allons les pousser jusqu'au bout. Et pas seulement les Maliens. Partout. Partout, dans tous les États où la France est installée, elle doit partir. Les Bolloré doivent être démantelés parce que c'est l'une des mains droites de cette France-là, de cette France-Afrique-là. Ils doivent être démantelés de partout. Et si possible, même les anglo-colons, même les nègres qui travaillent pour eux. Les nègres de maison. Les nègres de maison qui travaillent pour eux. On doit les démanteler parce que les prochains gouvernements, si on trouve des gens comme ceux-là, dans ce gouvernement-là, vraiment l'État du Cameroun, l'État de Centrafrique, l'État de tout, du Tchad et tout le reste là, nous allons organiser des marches pour cela. Albert Anatole, ici, depuis un certain temps, on parle de la recolonisation du continent africain. On ne va pas également oublier que la force Takuba a rassemblé aujourd'hui plus de 600 hommes et que, jusqu'à preuve de contraire, le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge et que Assimi Goïta a du pain sur la planche. Oui, écoutez, le problème malien je veux dire, n'implique pas. Je veux dire, l'engagement de la France au Mali n'implique pas seulement le Mali. Oui. Ça implique les autres pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, qui a maille à partir avec les incursions terroristes depuis un certain temps. Vous avez le Niger, la Mauritanie, entre autres. Donc, je crois que il faut une solution sous-régionale. Parce que tout à l'heure, André Fang a convoqué la force africaine d'attente. C'était un truc qui est mort, ça n'existe plus. Ça a été démantelé depuis. Donc, on a tué que la ouais, absolument, ça a été tué depuis. Donc ça n'existe plus. Donc, de ce point de vue, on ne peut même pas convoquer l'Union européenne, l'Union africaine, autant pour moi, parce que c'est un machin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est la capacité de nos armées nationales
à se protéger, à se déployer lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des opérations de cette envergure. Parce qu'on n'a pas besoin. J'ai toujours l'habitude de le dire. Si le Cameroun avait attendu, n'est-ce pas, la mise en œuvre des promesses qui lui avaient été faites, lorsque Boko Haram commençait ses incursions, non, le Cameroun serait devenu une république islamiste. Donc, il a fallu, c'est parce que justement, le Cameroun a une armée professionnelle, une armée moderne, surentraînée, parce qu'il y a une réforme de cette armée-là que le Cameroun a été capable d'être sur plusieurs fronts, comme c'est le cas actuellement. Avec ses moyens propres, avec ses hommes. Jusqu'ici, le Cameroun n'a suscité nulle part, dans un quelconque théâtre d'opération, une intervention militaire étrangère. C'est parce que nous avons cette capacité. Donc, le problème au Sahel, c'est de ça qu'il s'agit. Dès lors que vous avez une force étrangère sur votre territoire, ça devient un problème. Nous avons vu cela en Centrafrique avec l'opération Sangari. Nous connaissons les conséquences et le résultat. Nous avons connu la même chose du côté du Mali. Nous connaissons les résultats aujourd'hui. Nous en connaissons les résultats du côté de la République démocratique du Congo, où les groupes, les Maïmaï et consorts font des incursions pour faire justement tout ce qu'ils veulent faire. La République démocratique du Congo aujourd'hui est divisée en États. Absolument, parce que justement... Chacun a pris sa part. Ça pose donc... Non, il faut, à mon sens, donc, qu'un dirigeant puisse se déployer, être capable d'être audacieux, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a été audacieux. Parce que si tu étais enfermé dans les fameux accords de défense, ça serait foutu. Il faut justement que ces pays-là, je parle du Niger, du Mali, du Tchad, qui est également une très bonne armée, bien entraînée. Je parle également du Burkina Faso, où justement le président a quand même maille à, j'allais dire, non seulement à réformer son armée, mais également à permettre à cette armée d'avoir une logique de conséquences. La pauvre conséquence, la pauvre, c'est que là, il a voulu acheter quelques hélicos de dernière génération. Paris a mis le veto du fait du franc CFA. C'est ça le problème. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, la réponse au problème, je dis, à l'insécurité qui sévit au Sahel est certainement militaire. Et il faut que ces pays-là, de la sous-région, puissent avoir une armée qui est capable de monter en puissance. La deuxième chose qu'il faut indiquer, j'ai eu l'habitude de le dire, la solution n'est pas que militaire. Elle est avant tout, de mon point de vue, économique. Oui. Parce que la plupart, quand les gens comme l'opération Barkhane, Takuba, tout ce que vous voulez, ça recrute parmi les gens qui sont désœuvrés, même les terroristes. Le problème de Paris au Sahel, notamment du côté du Mali, c'est le groupe de soutien à l'islam et les musulmans. Parce que c'est avec ce groupe-là, M. Macron, lui, estime que Assimi Goïta ne devrait pas discuter, ne devrait pas dialoguer. En temps, Paris cause tranquillement et fait même des affaires avec les gars du MLA. Oui, ils ont des projets de balkaniser le Mali. En créant une fédération au Mali, c'est-à-dire Paris veut pousser le Mali à redevenir une fédération. Ils ont fait un essai avec le Soudan, ça a réussi, donc forcément... Donc je pense que... On peut le faire ailleurs également. Et en plus, ça c'est important. On ne peut pas, et là Paris le sait, et là ils sont malhonnêtes. Matignon est malhonnête, l'Élysée est malhonnête. Pourquoi ils n'impliquent pas l'Algérie dans cette affaire du Sahel? Pourquoi est-ce que l'Algérie n'est pas impliquée dans cette affaire? Parce que la plupart, et c'est établi, que la plupart des djihadistes, très souvent, ont une double nationalité. Donc, ça vient au Mali, au Niger, ça crée des exécutions et ça rentre du côté de l'Algérie. Mais pourquoi est-ce que Paris n'implique pas l'Algérie dans cette guerre contre les djihadistes? Si jamais il y a djihadistes, je précise cela. Donc, je crois qu'il y a un problème. Je voudrais bien qu'il faut intégrer, il faut mettre en musique les accords d'Alger, oui. Les accords de réconciliation. Mais je pense que ces accords d'Alger comportent des éléments nocifs, forcément pour
les autorités de transition maliennes qui ne veulent pas les mettre en application. Et là, je pense qu'ils ont raison. La deuxième chose, je termine par là, c'est pas Paris qui doit déterminer n'est-ce pas, les politiques. Vous l'aurez donc compris, c'était le débat le 7 juillet dernier, les forces armées maliennes qui retrouvent la coopération avec les forces Barkhane. C'est la première édition de cette émission Riposte. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous sommes partis pour la remplir. Oui, nous ne décevrons pas nos pères et leurs pères avant eux qui ont donné le ton de ce mouvement panafricaniste. Et vous, que ferez-vous? Il faut rappeler que la France a repris ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes, un mois seulement après leur suspension, le 3 juin dernier à la suite du coup d'État du 24 mai qui a porté au pouvoir le colonel Assimi Goïta. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.